Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur e-radio et e-TV. Bienvenue aussi dans votre émission Espace Politique. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Daouda Gueye de la coalition ID Président. Daouda Gueye, une campagne électorale ensanglantée, c'était prévisible à votre avis? Oui, parce que de toute façon, le processus électoral, vous l'avez suivi, vous les gens des médias, mais également nous autres acteurs politiques et même les citoyens lambda. Parce que tout simplement, il s'est passé tellement de choses qui avaient montré des signes avant-coureurs de cette tension-là. Oui. En fait, par cette tension-là, en réalité, ne date pas de cette période électorale. Ça a été durant tout le mandat, n'est-ce pas, du président Macky Sall. Et c'est tributaire d'un mode de gestion fondé, n'est-ce pas, donc sur le forcing, sur n'est-ce pas, donc la non prise en considération effectivement des préoccupations de l'opposition, notamment par rapport au processus électoral. Nous avons eu à alerter, à appeler effectivement le camp du pouvoir qui a en charge de l'organisation de ces élections-là, à faire de sorte que tout cela soit transparent pour que justement il n'y ait pas des quiproquos qui pourraient engendrer ce genre de situation. Malheureusement, le camp du pouvoir est resté, n'est-ce pas, donc vautré dans sa posture qui a consisté effectivement à essayer de donner corps à ce que le président de la République, Macky Sall, le président et candidat du camp du pouvoir, a toujours dit, c'est-à-dire s'inscrire dans une volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Vous aurez remarqué que le vocabulaire justement de M. Macky Sall, depuis qu'il est là à la tête de ce pays, à l'endroit de cette opposition-là, est un vocabulaire, n'est-ce pas, donc violent, fait de violence, d'intimidation, oui. N'est-ce pas, donc avec l'imagerie de la lutte, Ouattata, tout cela, effectivement, a fait que nous avons eu une opposition républicaine. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas dégénéré, mais en période électorale, encore une fois, les passions se décuplent, et à partir de là, effectivement, ça crée ce genre de situation. Mais vous n'allez pas nous dire que la coalition Benno Bokk Yakaar est responsable de cette violence électorale? Non, je ne dis pas qu'elle est entièrement responsable, mais je dis, je fais une analyse justement des postures des uns et des autres. Je pense que à maintes reprises, la dernière fois en date, ça a été lors du vote de loi sur le parrainage. Oui. Je pense qu'on a vu que effectivement, n'eût été la retenue effectivement dont l'opposition a fait montre, ça allait justement basculer ce jour-là, quoi. Mais encore une fois, ça ne tenait pas à au vote, n'est-ce pas, donc de cette loi sur le parrainage. Je pense que depuis le référendum, comment ça s'appelle encore, le président de la République qui prend des engagements, qui ensuite absurde ses propos, tout cela augurait justement de ce qu'il allait y avoir une tension. Nous avons essayé d'appeler nettement les acteurs sociaux à s'investir, les chefs religieux, pour effectivement éviter que cette situation-là n'arrive. Et encore que ces morts sont regrettables, mais nous osons espérer qu'il n'y aura pas effectivement d'autres. On a même violenté la presse. Voilà. Certains confrères ont eu les pieds cassés ou jambes cassées. Oui. D'autres, on a détruit leur matériel de reportage. C'est regrettable, c'est le lieu de condamner tout cela. On relève effectivement dans la période électorale. Effectivement, nous condamnons avec la dernière énergie, et je pense que le président Idrissa Seck, mais également les membres de la coalition sont allés dans ce sens-là. Mais encore une fois, si nous voulons guérir le mal, il faut aller à la racine. Et la racine, c'est qu'il faut essayer de contrôler les discours, surtout du côté du camp du pouvoir, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est eux qui ont encore les règnes de ce pays-là, qui donc ont la charge, n'est-ce pas, donc d'organiser ces élections-là, pour que ça soit estampillé de transparence, pour qu'effectivement il n'y ait pas de malentendu ou bien de soupçons qui puissent engendrer, n'est-ce pas, donc des frustrations pouvant dégénérer en violence, et que donc par rapport à cela, la responsabilité incombe en grande partie au camp du pouvoir, mais nous de l'opposition également avons une certaine responsabilité, mais également les citoyens ont une responsabilité par rapport à tout cela, et justement que tout le monde doit en synergie travailler à faire revenir la sérénité pour que justement les situations qu'on a vécues et qui ont abouti à cette situation, à ces morts d'hommes, compatriotes, oui, qu'effectivement que cela ne se reproduise avec pas. Vos cortèges qui filent à l'anglaise pour ne pas dire à la française. Mais oui, qui font beaucoup de massacres. C'est le cas de le dire, de le noter pour le déplorer par ailleurs. Oui, effectivement. Mais c'est la campagne électorale. Oui, campagne électorale ne signifie pas aussi. Parce que, en fait, on a beau mettre en place un dispositif sécuritaire, quelque part, il y a toujours, n'est-ce pas, donc des failles.
qui ne relaient pas du dispositif sécuritaire, mais plutôt des gens qui viennent, qui affluent, de telle sorte que tout cela, à un moment donné, devient incontrôlable. Et donc, je pense que les services d'ordre doivent effectivement redoubler d'efforts de ce point de vue-là pour veiller effectivement à ce qu'il n'y ait plus ce genre de mouvement de foule incontrôlé qui aboutissent à ces situations déplorables. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Daouda Gueye de la coalition Idy Présent. Pape Malick Ndour de la coalition Benno Bokk Yakaar va nous rejoindre dans quelques minutes. En attendant, la campagne électorale en est à son 9e jour. 9 jours, nous sommes dans la 2e semaine de cette campagne électorale. Oui, un bilan avant de poursuivre. Oui, le bilan que nous tirons de ces 9 jours de campagne en dehors effectivement de ces incidents que nous venons de déplorer. En ce qui concerne notre coalition, c'est un bilan de satisfaction parce que tout le monde parle en fait d'une renaissance de notre candidat ou bien en tout cas le décrivant comme un phénix qui est rené de ses cendres, et cela souvent suffit pour constater avec tous les Sénégalais que effectivement notre candidature est agréée par les Sénégalais. Et je pense que de tous bords, les gens affluent, les partis, les mouvements, les associations, les groupements de femmes, tout le monde afflue vers la coalition. Et jusqu'à présent, nous ne parvenons pas encore à cerner, à ceinturer cette coalition-là, parce que tous les jours, nous recevons des adhésions. Oui. Et en même temps également, il y a des partis ou mouvements qui peut-être, pour des raisons ou pour d'autres, sont allés vers d'autres candidats, dont justement certaines factions ont fait sécession pour venir nous rejoindre. Pour vous dire encore une fois que la coalition Idy 2019 se porte bien et que donc le bilan que nous tirons de ces 9 jours de campagne est un bilan de satisfaction, notamment parce que tout simplement partout où notre candidat est allé, il a trouvé des foules mais extraordinaires, mais des gens qui mais sont attention, venus effectivement. Est-ce que ces foules signifient que c'est des potentiels électeurs ou bien c'est des gens qui vont voter non mais pour c'est votre candidat? à un moment donné, lui il a même de la peine à prendre la parole. Il ne faut pas aussi faire de l'illusion parce quelque que part. ce sont les populations elles-mêmes qui parlent, n'est-ce pas? Donc, et au-delà même de l'expression effectivement de besoin, ces populations-là montrent effectivement la confiance qu'ils placent en le candidat de la coalition Idy 2019, M. Idrissa Seck, et tout cela, n'est-ce pas, donc nous revigore justement dans notre volonté effectivement, une fois passé le cap du 24 février, notre candidat président de travailler effectivement à soulager les populations de cette misère, de ces difficultés-là dans lesquelles effectivement 7 ans de gestion de Macky Sall les a plongés. Oui, vous avez dit qu'il y a des leaders de l'opposition, certains ont été recalés, ils ont rejoint le candidat Idrissa Seck, il y a d'autres organisations de femmes, c'est vous qui l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces gens-là, tout ce monde-là, à soutenir Idrissa Seck et non pas Issa Sall, non pas Ousmane Sonko? Mais ça peut-être c'est aux populations qu'il faut le demander, mais nous, en ce qui nous concerne... Vous avez quand même estimé qu'il y a quelque chose qui a attiré ce monde-là autour de votre candidat. C'est la même raison qui nous a porté autour du candidat Idrissa Seck. Je pense qu'il, par un effet de magnétisme, lié effectivement à la constatation que jour le jour, pendant le train-train de la campagne, les populations ont fait, qui ont, n'est-ce pas, donc, engendré cette vague d'adhésion-là. Et je vous dis que ce n'est pas encore fini. Et la raison pour laquelle nous sommes en train d'installer encore une fois les comités électoraux au niveau de la base. Mais chaque fois, il y a de nouvelles adhésions qui font qu'on va chambouler l'organigramme pour pouvoir, n'est-ce pas, donc, embarquer ces gens-là dans le dispositif pour aller sur le terrain, donc, pour battre campagne. Oui, la campagne se déroule bien pour vous. Au niveau de l'intérieur du pays, vous avez mobilisé beaucoup de masses. Vous n'avez pas encore fait campagne à Dakar. Vous ne connaissez pas encore ce que l'électorat de Dakar pense de votre candidat. Déjà, vous avez des appréhensions. Avant l'adhésion en fait, de pacte de gagnant-gagnant de Khalifa Sall, le député maire Khalifa Sall avec notre candidat, déjà nous étions très bien à Dakar. Et je pense que quand on parle de Dakar, on pense automatiquement à Tahaou Dakar, à Tahaou Sénégal avec Khalifa. Oui. Et je pense que de ce point de vue-là, nous n'avons pas de souci à nous faire. Attention, déjà, mais est-ce que le report d'électeurs est systématique, le report de voix? Mais écoutez, ce qui se passe, c'est simple. C'est-à-dire que l'opportunité est offerte aux Dakarois, effectivement, de reprendre
de redonner à Khalifa Sall ce que Macky Sall lui a injustement retiré et qu'il ne lui avait pas donné, mais que les Dakarois lui ont donné par un vote au suffrage universel. Je veux parler de la mairie de Dakar, je parle également de son poste de député. Et tout cela, les Dakarois en sont conscients, à participer dans une volonté mûrement réfléchie, mais funeste, d'écarter Khalifa Sall de ces élections-là. Et je pense que les Dakarois pouvaient sortir dans la rue, manifester, n'est-ce pas, donc, dans des explosions de violence, quand effectivement le mandat qu'ils ont donné à Khalifa Sall, Macky Sall l'a injustement retiré pour des raisons politiciennes, mais les Dakarois ont été très républicains parce qu'ils savaient qu'en fait, comme on dit en Wolof, c'est la raison pour laquelle ces Dakarois-là, effectivement, l'occasion de redonner à travers la coalition IDI 2019 à laquelle, effectivement, Khalifa Sall est partie prenante, de reprendre à Macky Sall ce qu'il a retiré à Khalifa Sall pour le redonner à Khalifa Sall, pour que Khalifa Sall de nouveau redonne, n'est-ce pas, donc ces pouvoirs-là à Dakar. Votre coalition a perdu Dakar lors des dernières élections législatives. Vous espérez que, avec cette présidentielle, vous allez récupérer Dakar? Ces élections législatives ont été tout sauf des élections, quoi. Ça a été un vaste sabotage orchestré effectivement par le camp du pouvoir, parce que il était conscient de ce que ce n'est pas Dakar, mais dans beaucoup de grandes villes du Sénégal, ils étaient mal partis, et que donc si les élections avaient été organisées de telle sorte que chaque Sénégalais disposa effectivement de sa carte d'électeur, oui, mais également le scrutin était organisé de telle sorte que chacun puisse voter, que ce soit à Dakar, que ce soit à Touba, évidemment, ils allaient être battus à plate couture. Mais cela n'a pas été fait. Ils ont fait un vaste sabotage, et qui fait que même à Dakar où notre coalition était donnée victorieuse, après ils ont fait des magouilles derrière pour justement arracher la victoire. Vous-même, vous avez perdu Guédiawaye, oui, avec votre leader, oui, El Hadj Malick Gakou. En fait, Guédiawaye, c'est quand la première coalition a éclaté. Évidemment, nous avions compris que effectivement nous allions être en difficulté dans certaines parties du pays. C'est la raison pour laquelle le président Malick Gakou, qui est un leader, n'est-ce pas, donc, qui était donc le coordonnateur de Manko Taxawu au Sénégal, lui-même, quand on lui a demandé d'aller sur la liste nationale, c'est lui-même qui a demandé, qui a dit que non, lui, il va s'aligner à Guédiawaye en toute connaissance de cause. Tout comme Idrissa Seck. Voilà. Maintenant, comme Idrissa Seck. Donc, maintenant, ces élections législatives-là, comme j'ai dit, c'était tout sauf des élections, c'était un vaste sabotage. Maintenant, bon, c'est avec le même fichier électoral qu'on va voter, hein? Il faut pas l'oublier non plus. Vous parliez tout à l'heure de ces violences-là qui se font jour et qui engendrent des morts d'âme. Mais évidemment, c'est pourquoi je mettais en fait la grande partie de la responsabilité par rapport justement à la pacification de ce jeu électoral-là sur le compte effectivement du camp du pouvoir, parce que c'est eux qui tiennent les rênes et qui sont censés organiser ces élections-là. Malheureusement, s'il n'y a pas de transparence, ou bien en tout cas s'il y a des éléments de soupçon qui sont donc tributaires de ce manque de transparence-là, évidemment, malheureusement, bon, on a beau vouloir taire certaines passions pour éviter des explosions de violence, mais évidemment, on ne peut pas retenir tout le monde. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Daouda Gueye de la coalition IDI Président. Pape Malick Ndour de la coalition Benno Bokk Yakaar n'est toujours pas là. Nous allons poursuivre Kaslan Tien. Alors, les promesses de campagne, un revenu régulier promis aux familles pour renforcer les bourses de sécurité familiale, on peut résumer les choses comme ça. C'est ce que Idrissa Seck a fait comme promesse dans le sud du pays. Mais en même temps, ça veut dire que vous acceptez quelque part certaines initiatives de Macky Sall. Mais écoutez, Antoine, on ne peut pas dire du bilan d'un président sortant que tout est mauvais. Mais nous allons plus loin que Macky Sall par rapport à cette mesure sociale. Vous allez faire plus que lui? Oui, parce que tout simplement, lui, il a proposé des bourses de sécurité familiale qui ressemblent en notre sens à de l'assistanat. Ça ne travaille pas à sortir ces populations-là de la pauvreté. Nous, ce que nous proposons, c'est justement, à la place des bourses sociales, de mettre en place ce que l'on appelle un salaire familial. Maintenant, adossé à une activité. Autrement dit, il ne s'agira pas, n'est-ce pas, donc, de faire des transferts monétaires, n'est-ce pas, donc, inconditionnés ou bien non conditionnés, comme c'est le cas avec ces bourses de sécurité sociale. Oui. Mais tout cela sera conditionné, en même temps, adossé à une activité. Par exemple, s'il s'agit d'une famille rurale qui, n'est-ce pas, donc, évolue dans l'élevage, il s'agira effectivement, non pas d'un transfert de
monétaire, mais plutôt de transfert d'actifs qui consistera effectivement. Vous allez par créer exemple, à lui de l'activité pour cette famille. À lui acheter, n'est-ce pas, donc des têtes de bétail avec les aliments qui vont avec, ce qui lui permettra, n'est-ce pas, donc de mener une petite activité d'élevage et pendant la tabaski ou bien la korité, donc faire son opération, ce qui va lui permettre, n'est-ce pas, donc de générer du revenu et qui à terme, sur le temps, va lui permettre effectivement de sortir, bien en tout cas de bouger hors de l'ordinaire de la Est-ce que cela est faisable et réalisable pour toutes les familles sénégalaises, surtout dans le monde rural, où on a des nombres, mais c'est le cas dans beaucoup de familles pauvres, en milieu urbain, quoi, parce que par rapport justement à notre politique éducative, il y a justement le développement de ce qu'on appelle l'amélioration ou bien en tout cas la valorisation des métiers de famille. C'est-à-dire que dans une famille où le père est menuisier ou bien dans une famille où le père est tailleur, effectivement, les enfants qui ont une aspiration à suivre les pas du père, le transfert justement d'actifs dont je parlais consistera effectivement à les équiper de machines, à les encadrer pour qu'effectivement ils puissent développer cette activité-là. Donc c'est une série de mesures. On parle du rubrique sociale, mais en fait, c'est des mesures sociales qui essaiment à travers tout le programme et qui sont mises en cohérence les unes avec les autres. Très bien, merci Daouda Gueye. Bonjour Pape Malick Ndour. Bonjour Antoine. Vous êtes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, nous avons déjà commenté certaines chaudes actualités, notamment la violence dans la campagne électorale. 2 personnes tuées aujourd'hui à Tambacounda. Avant cela, il y a eu au moins 6 personnes qui ont perdu la vie. Alors, quel commentaire sur cette violence électorale? Antoine, je pense d'abord que je vais m'excuser du retard que j'ai. Vous êtes excusé, allez-y. La violence est à condamner, sous toutes ses formes, et quel qu'il soit son lieu de provenance. Aujourd'hui, on a entendu avec regret la mort de 2 de nos militants. L'enquête peut-être va suivre son cours. On ne peut pas actuellement situer la responsabilité. Mais le fait de dire que c'est les militants de l'Alliance pour la République, Benno Bokk Yakaar, qui ont été tués, permet seulement d'estimer le lieu de provenance de cette violence. Je voudrais dire à l'opposition, qui aujourd'hui est en train de semer les germes de la violence, d'arrêter parce que cette violence ne mène à rien. L'opposition est à l'origine de cette violence. Ah, bien sûr, on a entendu les déclarations, on a entendu des gens dire qu'ils n'iront pas aux élections, on a entendu des gens dire qu'ils vont brûler les bureaux de vote. On a entendu des gens, des candidats cautionner, je dis bien cautionner, mais ces paroles-là de quelqu'un qui n'est pas candidat. Justement, donc, pour le cas de Tamba, vous dites carrément c'est l'opposition qui est à l'origine. Je ne suis pas gendarme. Je n'étais pas là-bas, je ne suis pas agent de la justice. Mais je dis que si tout le monde sait que des militants de Benno Bokk Yakaar ont été tués, on peut estimer et supposer le lieu de provenance de cette violence. C'est ça que j'ai dit, Antoine. Et je pense que cela confirme les prises de position guerrières d'une partie importante de l'opposition, qui, je l'ai dit, les uns font l'apologie de la violence, les autres, sans pourtant dire, font l'apologie de la violence en cautionnant les termes violents qui ont été employés par Abdoulaye Wade lorsqu'il est arrivé au Sénégal. Donc je dis seulement que la violence ne peut pas mener à quelque chose. Nous allons vers des élections. Eux, ils savent qu'ils ont déjà perdu d'avance. Mais c'est le jeu démocratique qui est comme ça. On n'est pas encore le 24 février. Non, mais on peut estimer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont déjà perdu? Égard à la foule, à la déferlante. Est-ce que ça, c'est un bon baromètre? Bien sûr, c'est un bon baromètre. Parce que les Sénégalais qui traduit ce ne sont pas les intentions de vote. Mais Antoine, ce ne sont pas des Gambiens qui sont dans les meetings de l'Alliance pour la République. Mais on a vu quand même des candidats mobiliser beaucoup de monde. Mais cela ne s'est pas traduit en réalité dans les urnes. Antoine, aujourd'hui, ce que nous avons vu est clair. Nous avons vu que partout où le président Macky Sall fait des meetings, mais on a une forte mobilisation des Sénégalais, que ce soit à Tamba, à Sédhiou, à Matam, partout. On a vu des gens de l'opposition annuler des meetings. Son candidat a été Pourquoi? Mais son candidat aussi mobilisé. Son candidat a été à Guinguinéo. Moi, je suis le président du comité électoral départemental de Guinguinéo. Aujourd'hui, les militants de Rewmi à Guinguinéo sont frustrés. Pourquoi? Mais parce que le candidat Idriss Seck est venu là-bas, il a juste fait un passage, il a fait surtout un survol et il est parti parce qu'il n'y avait personne. C'est ça. Ils annulent des meetings, ils reportent des choses parce que seulement les Sénégalais ne sont pas avec eux. Aujourd'hui, il est bien beau de prendre les micros et de dire ce que vous voulez dire. Depuis longtemps, ils ont appuyé à cela, mais la réalité du terrain, surtout dans le monde rural, elle est là. C'est une réalité, elle est claire. Ce ne sont pas de la fiction. Ce sont des gens qui sont reconnaissants vis-à-vis des efforts qui ont été fournis par le président de la République.
en termes de piste rurale, en termes d'accès à l'eau, en termes de. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute que le président Macky Sall est en train aujourd'hui de poser les jalons de sa réélection. Les Sénégalais lui montrent qu'ils sont reconnaissants des nombreux efforts fournis durant ces 7 années. Et je pense que par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Inch'Allah, au soir du 25, au 24. Justement, nous sommes dans la deuxième semaine de la campagne électorale. Quel bilan faites-vous? Mais le bilan est largement positif aujourd'hui. Parce que partout où notre candidat est parti, je l'ai dit tantôt, une foule immense de Sénégalais est sortie pour dire au président qu'il est reconnaissant aux multiples efforts qui sont en train d'être fournis. Aujourd'hui, on a entendu des candidats reconnaître l'effort du président Macky Sall. J'ai été agréablement surpris d'entendre Issa Sall l'autre jour en allant à Casamance reconnaître le rôle important que va jouer le pont de la Sénégambie. Aujourd'hui, on a vu dans les programmes, je dis bien et je pèse bien mon mot, dans les programmes des candidats, Idriss Seck en l'occurrence, copier et coller intégralement les propositions du candidat Macky Sall et qui sont contenus dans le plan Sénégal émergent. Vous êtes non, vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion de répondre à ce qu'il dit. Oui, mais vous avez quand même la parole. Je veux lui donner seulement une piste pour que lorsqu'il voudra répondre à mes entre guillemets accusations, mais à mes évidences. Pour dire vrai. Non, comme vous le dites, mais à mes évidences, parce que c'est des choses qui sont claires. Je me suis intéressé, Antoine, sur la partie financement du candidat Idrissa Seck. En réalité... Vous êtes allé voir son programme. Je l'ai vu. Vous l'avez fouillé? Je l'ai fouillé. Parce que en réalité, j'ai vu... Il y a du bon? Non. Vous savez, les programmes, c'est une juxtaposition de bonnes intentions. Okay. Je ne ferai pas d'appréciation personnelle. Mais je me suis intéressé. Parce que quand Idrissa Seck dit qu'il va débloquer une enveloppe qui avoisine les 600 milliards pour financer les communes du Sénégal... 1 milliard par commune. 550 milliards, à peu près 600 milliards, disons. Oui. Mais je voudrais dire à tout le monde, que 600 milliards, c'est l'équivalent du budget d'investissement sur les ressources intérieures du Sénégal. Je me suis étonné et je me dis, attends, je vais voir les propositions, non pas de bonnes intentions, mais plutôt les propositions de financement de son budget, de son futur budget. Un budget qu'il ne verra jamais lié d'ailleurs, parce qu'il ne sera jamais élu dans ce pays. Mais je me suis intéressé à ça et j'ai été agréablement surpris. Et je parle à la radio. Les gens peuvent s'intéresser à la page 14, 15, 46 et 47 qui traitent des questions de financement du budget de Idriss Seck, mais ce sont des copies collées du PSE 2 à la page 47, 104 et 105. Je peux après revenir intégralement sur oui, mais est-ce que vous avez le monopole des bonnes idées? Il peut aussi avoir de bonnes idées comme vous. Effectivement, mais surtout quand il reconnaît nos bonnes idées. Parce qu'en allant puiser dans le PSE pour pouvoir asseoir ses arguments, mais c'est simplement reconnaître qu'il y a de très bonnes idées au niveau du plan Sénégal émergent. Et puis ce qui est d'ailleurs assez curieux, c'est que la plupart de ces intentions-là sont en train d'être déroulées par le gouvernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes qu'il propose de faire, mais qui sont déjà mises en œuvre ou bien qui sont sur le point d'être mises en œuvre. Déjà vu, déjà entendu. Bien sûr. Donc rien de nouveau dans notre pays. Très bien. Idrissa Seck copierait le plan Sénégal émergent. Et puis avec beaucoup de bonheur que la position, ou bien en tout cas le discours de M. Ndour a évolué par rapport à ces accusations-là, à ces allégations-là, qu'il ressasse depuis... aussi bien dans les réseaux sociaux que sur les plateaux tels ou bien dans les studios de radio. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est qu'en réalité, c'est comme si on disait que le Coran n'a fait que plagier l'Ancien Testament. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que du point de vue des fondamentaux, il n'y a pas de différence. Regardez les programmes de tous les candidats. Les 5 candidats. Vous y trouverez évidemment des points de convergence sur lesquels on peut se fonder pour faire des allégations consistant à dire que, écoutez, un tel a plagié un tel. Mais en réalité, il n'y a pas de plagiat. Parce que, par exemple, lui, il disait, je l'ai suivi, j'ai suivi M. Ndour. Merci beaucoup. Et parler, oui, mais bien sûr, on suit. Vous allez fouiner dans notre programme. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons regardé dans votre programme, le Yono Yokote, votre véritable programme. Parce que le PSE, ce n'est pas votre programme, entre parenthèses, c'est plutôt des agents de l'État. C'est le programme de gouvernance. Qui l'ont. Mais ce sur quoi vous avez été élu, c'est le Yono Yokote dont vous ne parlez plus. Et vous avez raison de le faire. Donc ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand il dit que nous avons plagié, en fait, il parlait de la fusion que nous avons annoncée dans notre programme entre la Direction générale des impôts et domaines et la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Mais en réalité, nous sommes allés plus loin que... En disant quoi? Nous avons dit qu'en réalité,
la fusion s'explique par le fait que les études qui ont été faites depuis 2000 montrent qu'en raison de collision et de choc d'ordre organisationnel entre les deux structures, ça a valu au Sénégal beaucoup de pertes par rapport justement à des recettes fiscales. Donc nous, pour simplifier, n'est-ce pas, donc nous avons introduit cette réforme révolutionnaire qui consiste effectivement à fusionner ces deux entités-là pour éviter ces dysfonctionnements. Et nous sommes plus audacieux que, parce que l'audace ici consiste en ce que cette réforme organique va opérer une profonde mutation. Et ce qui est original dans cette proposition de réforme et que l'on ne retrouve pas dans le PSE, comme ils disent, c'est qu'en réalité, nous allons créer une direction générale des finances publiques, ce qui n'existe pas dans le PSE, ou bien qu'il me montre une trace, effectivement, de cette proposition dans le PSE. Et autre révolution, c'est la fusion entre l'administration des douanes et l'administration du commerce dans le contexte justement dans lequel nous sommes, dans le contexte de la ZLEC, c'est-à-dire de la zone de libre-échange communautaire et du marché commun africain. Je pense que Idriss Seck lui-même a été ministre du commerce dans le gouvernement Diouf, dans le cadre du gouvernement du gouvernement d'Union nationale élargie, si vous voulez. Et que donc par rapport à cela, c'est en toute connaissance de cause qu'il effectivement fait cette proposition. Mais autour du candidat Idriss Seck, il y a les alliés qui sont, n'est-ce pas, donc d'anciens commis de l'État. Il s'agit du premier ministre Abdoul Mbow, du ministre du commerce démissionnaire du régime de Macky Sall pour des raisons que nous savons, le président Malick Gakou, mais également du premier ministre Hadjibou Soumaré et dans tant d'autres sociétés qui avaient le programme, qui ont été fusionnés avec le programme d'Idriss Seck. C'est ça qui fait que, en réalité, ce programme-là n'est pas le programme originel du candidat Idriss Seck, parce que après que la coalition a été mise en place avec le ralliement de ces partis-là, dont le nôtre, le grand parti, ce qui s'est passé effectivement, c'est que on a fusionné, et à partir de là, par rapport à l'expérience des uns et des autres relativement aux griefs qui ont été soulevés dans les dysfonctionnements qu'il faut perdre au Sénégal beaucoup de recettes fiscales, on a donc fait ces propositions-là. Donc c'est un programme original, mais on ne peut pas élaborer un programme ex nihilo. Quelque part, il peut certainement y avoir, si on regardait dans le programme de Diouf en 88, on allait peut-être y voir des choses qui feront qu'on pourra... En d'autres termes, si on ne peut pas réinventer la roue. On va dire qu'il y a des plagiats, mais en réalité, il n'y a pas de plagiat. Très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, un revenu régulier pour chaque famille, c'est ce qu'a promis Idrissa Seck aux Sénégalais. Macky Sall qui promet aussi, entre autres, zéro bac dans le sud du pays. Promesse de campagne ou bien chose réalisable de façon globale. Mais Antoine, vous me permettez juste de revenir. Oui, vous reviendrez là-dessus sans doute. Allez-y d'abord. Effectivement. En fait, d'abord, je voudrais vous dire, M. Gueye, c'est ça. Voilà, donc le fondement de cette proposition d'Idriss Seck, qui consiste à fusionner la direction générale des impôts et des domaines avec la direction générale de la comptabilité publique et du trésor, il faut qu'on en revienne le fondement. Le fondement, c'est quoi le fondement? Le fondement, il est obsolète. Idriss Seck aujourd'hui ne sait pas qu'entre 2004, l'année du fait qu'il ait quitté la primature, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Comme s'il était absent du pays. Non, apparemment c'est ça que ça suppose, ce qu'il a proposé. Je vous dis, M. Gueye, en vérité, il n'existe plus de différence entre les liquidations des impôts et le recouvrement du trésor. Avant 2010, lorsque Idriss Seck était là, c'est la direction générale des impôts et des domaines qui liquidait les impôts et qui était recouvré par les directions. Entre maintenant, la liquidation et le recouvrement, il y avait des flottements qui faisaient créer des différences. Maintenant, il n'y a plus ça. Il propose que cela soit fusionné en disant que cela permettrait de réduire les écarts. Mais ces écarts n'existent plus depuis 2010. Depuis 2010, tous les impôts d'État, les impôts directs et les impôts indirects, sont liquidés et recouvrés par la direction générale des impôts et des domaines. Donc le fondement de la proposition de Idriss Seck est un fondement qui n'a plus sa raison d'être. Il est obsolète. Ça, le postulat de base est faux. Est faux. Est faux, c'est ça la réalité. C'est ça. Et c'est un agent du ministère des Finances qui vous le dit. Et je parle sous le contrôle de l'ensemble de mes collègues. Je parle sous le contrôle des impôts, des inspecteurs des impôts et des domaines, des inspecteurs du trésor. Aujourd'hui, la direction générale de la comptabilité publique et du trésor ne recouvre que les impôts recettes non fiscales, tels que les dividendes et autres, et une partie des impôts directs, en l'occurrence les impôts sur le revenu des personnes qui sont des agents de l'État. Donc le postulat, il est faux. Je dis, on l'a dit dans le plan Sénégal émergent à la page 105. On a dit bien, nous allons fusionner les services d'assiette et de recouvrement, mais aussi de contrôle des recettes. Le fondement, c'est quoi? Le fondement, ce n'est pas de réduire les écarts qui n'existent plus, mais le fondement, c'est permettre à la direction générale du Trésor et des impôts de pouvoir bénéficier du maillage
institutionnelle des structures qui ont déjà maillé le terrain. Le trésor, il est partout. La douane, il est plus ou moins partout dans le cordon douanier, mais les impôts ne sont pas partout. Améliorer quand même cette visibilité-là qui doit exister entre les réseaux. Donc pour dire quand même que par rapport à ça, ça n'existe plus. Toujours pour aller dans les propositions d'Idriss Seck, avant de revenir à votre question. Idriss Seck a proposé, pour que ça va vous intéresser, vous de la presse, il a proposé la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications, qui devrait servir à quoi? Qui devrait servir à financer l'audiovisuel public. Pas mal. C'est une bonne proposition, mais je dis à Idriss Seck que cette taxe de 1% sur les chiffres d'affaires existe depuis 2014. Existe, il a été mis en place pour le président Macky Sall. Depuis 2014, les entreprises de télécommunications payent 1% qui sont dans le budget de l'État. J'aurais accepté même qu'il dit que maintenant, ok, cet impôt sera dédié à cela. Mais dire qu'il la met en place, cela prouve maintenant qu'Idriss Seck vraiment méconnaît ce qui se passe. Et ça ne m'étonne pas, dans la mesure où, si vous vous rappelez très bien, lui-même, le jour où on devait présenter ce programme, il a fait faux bond aux militants de Rewmi. Cela prouve que lui-même, est-ce qu'il a lu son programme? Donc il n'a pas de programme. Aujourd'hui, il peut avoir un programme et ne pas le lire. Apparemment, ça prend. Ou bien Idriss Seck est en déphasage. Vous me confirmez alors qu'il est en déphasage par rapport à la télé. Parce que Idriss Seck, qui est en phase avec ce qui se passe. Juste des questions. Mais Idriss Seck qui est en phase avec ce qui se passe, il lit qu'on va mettre en place 1% sur les chiffres d'affaires, mais il allait recadrer les gens pour leur dire que ça existe. Les gens disent, il entend les gens dire que c'est pour réduire les écarts entre les liquidations de la douane et les recouvrements du trésor. Les liquidations des impôts et les recouvrements du trésor, il dit non, mais ça n'existe pas depuis 2012. Donc je suis désolé, ce que vous avez proposé est obsolète. Aujourd'hui, je me suis aussi intéressé, moi, Pape Malimbo, sur quoi Idriss Seck a proposé qu'il va matraquer fiscalement les agro-industries et les agro-business. Parce qu'il va de l'argent là-dedans. Mais nous, ce que nous avons proposé dans le plan Sénégal émergent, on a cité 20 fois les agro-business et les agro-industries. On a dit, c'est les piliers sur lesquels devront se baser le plan Sénégal émergent pour transformer structurellement l'économie. Tout le monde, Antoine, reconnaît que les agro-business, c'est de bonnes choses, mais il faut les encadrer. Il ne faut pas les matraquer fiscalement. Il faut les encadrer, les permettre de grandir et après espérer des recettes fiscales sur ces. C'est ça que nous avons proposé et c'est ça qui montre. Et puis il y a autre différence. Maintenant, par rapport aux nombreuses promesses. Voilà. Maintenant, par rapport promesses de campagne ou bien promesses réalisables. Par rapport aux politiques sociales du gouvernement Macky Sall. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'entends M. Idriss Seck dire qu'il va mettre en place ce que vous avez appelé le salaire minimal. Le revenu minimum pour les salaire familial. Mais ça, c'est seulement une répétition, mais des bourses de sécurité familiale. Il parle d'amélioration des bourses de sécurité familiale. Si c'est du montant, je suis d'accord. Et cela, je pense que... Et même en termes d'organisation, en termes de, disons, montant, tout ça. Mais peut-être il veut augmenter le montant. Mais au moins, par cette proposition, il démontre encore une fois que lui-même, il reconnaît que cette proposition qui est en train de dérouler par le président Macky Sall est une excellente proposition. Maintenant, il faudrait revoir le montant. Eh bien, au moins, je suis d'accord avec ceux qui pensent quand même, pas comme eux, qui disent que ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ils reconnaissent quand même les efforts du président Macky Sall. Par rapport à ça, je les ai aussi entendus parler de la couverture maladie universelle. Donc, en résumé, comme il a si bien dit, il n'y a rien de nouveau en termes de propositions et d'offres programmatiques. Très bien. Tout ce qu'il propose, c'est ce que le président Macky Sall est en train de dérouler. Et je vais quand même lui laisser la parole, apporter un certain nombre de précisions par rapport à ce que vous avez dit. Il a développé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans son discours quand il dit que oui, d'accord, j'ai lu le programme, je l'ai épluché. Ensuite, il revient pour dire que le fondement, le pilier de ce programme est obsolète. Pour ensuite redire qu'en fait, non, il n'y a pas de programme, Idriss Seck n'a pas de programme, il y a beaucoup de contradictions. Mais ce que je voudrais dire à vos auditeurs, mais également à M. Ndour, c'est qu'en réalité, comme on a dit, on ne peut pas réinventer la roue, mais au fond, nous, ce que nous disons, c'est que la manière dont ces bourses de sécurité familiale sont attribuées, en réalité, ne permet pas de faire sortir ces populations de la pauvreté. Ce n'est pas pour rien que chaque année, on augmente, n'est-ce pas, donc l'assiette de cette bourse-là. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas d'accompagnement. Nous, ce que nous proposons à la place des bourses de sécurité familiale, c'est un salaire familial adossé à une activité. Comme je l'ai expliqué tantôt, autrement dit, pour donner un exemple, quand il s'agit, n'est-ce pas, donc d'une famille où le père, par exemple, est un menuisier,
au lieu de leur donner de l'argent, on va faire un transfert non pas monétaire, mais un transfert d'actifs et puis conditionné qui consistera, n'est-ce pas, donc en le fournir en matériel et à l'encadrer. Ce qui lui permettra de développer son activité et de générer des ressources qui vont à terme, n'est-ce pas, donc le sortir de la pauvreté. Ce qui est tout à fait différent des bourses de sécurité familiale qui sont en fait que d'aucuns appellent même des bourses de sécurité électorale parce que nous savons comment se fait la distribution. C'est la raison pour laquelle, quand il dit qu'il n'y a rien de nouveau, en fait, je me demande même si lui-même a lu le programme parce qu'il parle d'augmentation. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas fait de précision en ce sens-là. Parce que si vous avez bien lu le programme, vous verrez qu'effectivement, on ne parle pas d'augmenter les bourses sociales, mais on parle plutôt de les organiser, effectivement, en apportant cette innovation qui consiste à opérer non pas un transfert monétaire, mais plutôt un transfert d'actifs pour adosser effectivement ce salaire familial à une activité. Maintenant, quand il dit également que en fait il n'y a plus de problème par rapport justement aux collisions que justement les agents de la fonction publique comment ça s'appelle, du ministère des Finances, les deux directions, je veux dire aussi bien la direction des impôts et domaine et que donc la direction de la comptabilité publique. Oui. Merci, j'arrive. Donc ce sont les fonctionnaires même. Ce sont les fonctionnaires même de ces deux entités qui continuent encore une fois, n'est-ce pas, donc, de relever, de mettre en exercice ces incongruités et ces collisions-là, et qui, effectivement, nous disent que cela fait perdre beaucoup à l'État du Sénégal en termes de recettes fiscales. C'est la raison pour laquelle, ici également, l'originalité par rapport à notre offre consiste à fusionner tout cela dans le cadre, effectivement, de ce que l'on appelle une direction générale des finances publiques qui va unifier cela pour éviter justement les malentendus et autres quiproquos liés à ces collisions-là, pour donc mieux donc rationaliser la collecte, n'est-ce pas, donc des impôts et des taxes. Oui. Et l'autre révolution dont eux ils ne parlent pas consiste dans la proposition que nous avons faite de fusionner l'administration des douanes et l'administration du commerce dans le cadre effectivement de ce contexte de zone de libre-échange communautaire. Vous en avez parlé tout à l'heure. La mise en place donc du marché unique. Mais ça, eux, ils n'en parlent pas. C'est la raison pour laquelle quand il vient répéter que, en fait, oui, tantôt il dit que nous avons un programme, tantôt il dit qu'il y a de bonnes intentions, mais un programme où il y a de bonnes intentions chiffrées, on peut ne pas le qualifier de bon, si on est de bonne foi. Très bien. J'ai pas beaucoup entendu les différents candidats parler de décentralisation, sauf Idrissa Seck qui a parlé d'1 milliard pour chaque commune, chaque an. Alors, la part de la décentralisation dans le programme de votre candidat, avant de donner la parole à Pape Malick Ndour. Oui. Nous sommes partis d'un constat, c'est-à-dire que depuis 1972 jusqu'à 2013 pour l'acte 3, en passant par 96 l'acte 2, évidemment, bon, on peut même dire que l'acte 3 est moins efficace par rapport justement aux objectifs qui ont présidé à son élaboration que l'acte 2, parce que l'acte 3 est venu renforcer le transfert de compétences sans pour autant accompagner tout cela de transfert de ressources pour permettre à ces collectivités-là, créées aussi bien dans le monde rural qu'en monde urbain, de faire face effectivement à leurs charges liées à ces compétences-là. C'est la raison pour laquelle effectivement nous avons dans notre programme prévu, une fois que notre candidat, le président Idriss Seck, est mis à la tête de ce pays-là, nous allons tenir des assises consacrées aux collectivités locales et faire le bilan des réformes engagées de 1972 et passer à l'acte 4 de la décentralisation. Et cet acte 4 va consister à revenir à la régionalisation à la place de la décentralisation qui a fini. Vous allez supprimer ce qui a été fait? Oui. Nous allons revenir à la régionalisation. Parce que cette départementalisation, en réalité, nous avons vu que ça a diminué mais de façon drastique l'efficacité, n'est-ce pas, donc des villes qui étaient là. Et du point de vue de la coopération internationale également, c'est pas ce que les théoriciens de l'acte 3 de la décentralisation disent. Parce que ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, c'est les collectivités régionales qui traitaient dans le cadre de la coopération décentralisée avec d'autres collectivités régionales. Mais avec l'acte 3, ça a créé tellement de couacs. En même temps également, ce que nous proposons, c'est justement de faire de sorte que, effectivement, du point de vue des ressources nécessaires pour l'investissement, que chaque commune soit dotée par année d'1 milliard dans le budget consolidé d'investissement. Et
ce milliard-là sera consacré exclusivement, n'est-ce pas, donc aux investissements. Parce que nous avons fait le tour du pays et ce que les populations nous ont dit, c'est que leurs difficultés au niveau local se réduisent à ceci: l'eau, l'école, l'électricité, les infrastructures routières et la santé. Et le milliard va prendre ça en charge chaque an. Va prendre tout cela très en bien, charge. Très bien. Pape Malick Ndour, vous êtes auteur de l'acte 3 de la décentralisation. Alors, en matière de décentralisation, est-ce que le candidat Macky Sall propose quelque chose de nouveau encore aux Sénégalais? Je reconnais quand même que leur proposition à doter 1 milliard de francs à chaque commune du Sénégal est une proposition révolutionnaire. Mais j'avoue, honnêtement, en tant que praticien... C'est une bonne proposition. Je le reconnais. Oui. Une très bonne proposition d'ailleurs. Oui. Mais il ne faudrait pas qu'il oublie que le Sénégal est un pays quand même qui attend à se développer et que les 600 milliards, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'équivalent de l'ensemble des budgets d'investissement sur l'intérieur du Sénégal. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver dans le programme d'Idriss Seck des propositions concrètes tendant à pouvoir financer intégralement ce budget-là. Peut-être avec le pétrole et le gaz, on trouvera les niches pour pouvoir financer. Je dis bien que ça, c'est une proposition fantaisiste. Moi, je vous dis, par accident, si Idriss Seck serait élu ici dans ce pays-là, les gens verront que cette proposition-là n'est pas possible. Et puis, au-delà de ça, il faudrait quand même dire que les communes, quand même, en termes d'organisation, doivent être mieux organisées, mieux appuyées, avant de pouvoir donc amasser cette masse d'argent-là. Maintenant, parlant des propositions d'Idriss Seck, toujours par rapport à la suppression des départements comme collectivités territoriales, et à la mise en place, encore une fois, des régions comme départements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'acte le plus révolutionnaire en termes de proposition de nouvel ordre de collectivité locale posé par Macky Sall, c'est la création des départements comme collectivité locale. Je vais vous informer sur une chose. Dans la région de Kaolack, le conseil régional de Kaolack, j'ai fait passation avec le conseil régional. En moyenne, sur les 5 dernières années avant 2014, il recevait des subventions d'ordre de 250 millions. Par an. Toute la région. Mais je dis que moi, au niveau du conseil départemental... Vous recevez combien? À peu près 200 millions. Tu multiplies par 3 départements. Et ça fait plus de 600 ou 700 millions. Donc plus du triple de ce que proposait le défunt régime aux collectivités régionales. Donc pour dire qu'encore une fois, la départementalisation des collectivités territoriales était une très bonne proposition du président Macky Sall. Vous partez à Guinguinéo. Moi, je suis président de département. Oui. Mais les gens, ce qu'ils me disent, ils me disent... Enfin, nous reconnaissons quand même le conseil régional parce qu'il a été transformé. On a donné au département... C'est le rapprochement de l'administration. Effectivement, des administrés. Le conseil régional. Effectivement, le conseil régional était là. Donc, revenir sur cette proposition-là, c'est être en déphasage par rapport à ce que dit la réalité du terrain. Les Sénégalais, ceux qui sont dans les départements, ne disent pas cela. Mais Idriss Seck, quand même, est président du conseil départemental. Oui. Il ne peut pas ignorer certaines réalités. Mais vous savez que Idriss Seck n'est pas là-bas à temps plein. Idriss Seck n'est jamais venu dans nos réunions de l'association du département du Sénégal. Idriss Seck, il gère le département. Il a toujours été là, il est membre de l'association. Idriss Seck n'a jamais été là. Oui. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le département de Thiès. C'est Diattara qui est là-bas. Maintenant, en termes de propositions par le président Macky Sall, il ne faudrait pas oublier que la territorialisation des politiques publiques sont une réalité avec le président Macky Sall, qui est aujourd'hui en train d'apporter ce qu'on appelle l'équité territoriale. Je vais vous dire, Antoine, ce que le président a fait dans le PUDC, dans le PUMA et le Promoville. Mais ça, c'est de la décentralisation des politiques publiques. Antoine, quand le président Macky Sall sort 1118 milliards du budget de l'État, ce n'est pas des financements extérieurs, c'est de la mobilisation de ressources intérieures. Et cela a eu comme résultat, mais 335 villages ont été électrifiés. 692 km de routes rurales construites sur 737 villages, 229 forages, 147 châteaux d'eau, 3729 équipements post-récolte, etc. Mais ça, c'est de l'équité territoriale. Ça, c'est de la territorialisation des politiques publiques. Ça, c'est plus fort que la décentralisation. C'est ce qu'on appelle l'équité territoriale. Et c'est ce que le président Macky Sall a fait. Et personne ne l'a fait jusque-là. Le PUMA, c'est 80 milliards de financement. Toujours sur l'intérieur. Et vous avez vu les ex-frontaliers, ce que le président Macky Sall a fait. Promoville, je n'en parle même pas. En termes de... Et vous comptez sur tout ça. Et on compte pérenniser cela. L'électorat local. On compte sur tout ça pour obtenir, et on l'a déjà obtenu. Je vous dis, Antoine, mais part dans la zone rurale. Vous allez voir comment le président Macky Sall est accueilli.
Les gens qui nous suivent à la télévision. Bon, eux, ils disent que peut-être on a sorti de l'argent, on les a donné. Non, on a beaucoup de respect pour les Sénégalais. Les gens, c'est ça qu'ils disent. Eux, c'est ce qu'ils disent. Ils mobilisent 10 personnes, ils disent que ce sont des patriotes, ce sont des Sénégalais convaincus. Eux, nous mobilisons 10 millions de personnes, ils disent que non, c'est des Sénégalais corrompus. Là, je dis que c'est pas manque de respect pour les Sénégalais, et c'est pas de votre devoir de manquer comme ça de respect aux Sénégalais qui sont d'accord avec ce que le président Macky Sall est en train de faire. Alors, Daouda Gueye, Pape Malick Ndour a dressé un bilan élogieux du candidat Macky Sall dans le monde rural. Est-ce que vous avez l'ambition de faire mieux que ce qui est en train d'être fait? Est-ce que déjà vous pourrez le faire? La gymnastique numérique à laquelle M. Ndour s'est adonné en donnant des chiffres, des statistiques. Mais en réalité, côté de la froideur effectivement de ces statistiques-là, il y a la réalité du terrain. Aujourd'hui, le candidat Idriss Seck, partout où il est passé, n'a pas manqué de constater le désarroi de ces populations-là, les difficultés dans lesquelles il reste encore empêtré, du fait effectivement de ce que au moment où ils sont dans les studios de radio ou bien dans les partout à faire de la gymnastique en sortant des chiffres, ces populations-là. Il n'y a pas d'amélioration pour le monde rural à des besoins primaires, tels que les besoins, n'est-ce pas, donc en eau, les besoins en soins électricité, il n'y a pas d'amélioration, etc. Non, mais attends, on ne peut pas dire d'un bilan qu'il est totalement négatif. Mais en réalité, par rapport effectivement à tous les moyens, au niveau d'endettement auquel nous sommes arrivés, on pouvait quand même espérer mieux. C'est la raison pour laquelle, quand il parle effectivement de la mesure que nous avons annoncée dans notre programme, de doter chaque collectivité d'un milliard par an, ce qui fait 5 milliards sur le quinquennat pour les besoins d'investissement pour faire face aux besoins primaires de ces populations. Pour chaque commune, je dis. Pour chaque collectivité, oui, effectivement. Maintenant, le problème, c'est que quand tu parles de problème de financement, c'est qu'en réalité, parce que là aussi, je salue un peu que son discours est un peu évolué, parce qu'il disait que nous n'avons pas derrière fait, n'est-ce pas, donc, montre de comment nous allons financer tout cela. Ça se trouve dans la dernière page, effectivement, du programme. Peut-être que lui, il a survolé ou bien a un peu épluché les j'ai bien lu, mais je ne suis pas convaincu. En réalité, mais ça, nous vous le concédons, monsieur Ndour. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais en réalité, c'est un travail qui a été fait scientifiquement et qui nous a permis, effectivement, d'évaluer les besoins, mais également de voir du point de vue des ressources où est-ce qu'il s'agira pour nous d'aller chercher l'argent pour le mettre, n'est-ce pas, donc en place pour régler ces problèmes. Très bien. Parce que le problème en réalité au fond au Sénégal, et c'est ça effectivement que nous avons intégré dans notre analyse du point de vue financier, c'est que nous avons un État très riche et une population très pauvre. Nous, ce que nous comptons faire, c'est inverser la pyramide pour essayer de dégraisser le mammouth institutionnel en supprimant certaines institutions qui sont là, effectivement, pour aller dans le sens de mobiliser ces ressources-là, par rapport à la décentralisation, par rapport aux problèmes, aux difficultés auxquelles ces populations-là sont confrontées, mais également ceux qui sont au niveau des collectivités sont confrontés, essayer effectivement de faire des réformes. Et je n'ai pas parlé de la réforme foncière qui va avec la réforme que nous proposons dans le cadre de la décentralisation. Dans ces réformes foncières, par exemple, nous proposons que effectivement les pouvoirs des collectivités soient limités sur le foncier, parce que c'est ça qui est la source des conflits fonciers, n'est-ce pas, donc que vous relayez vous-même des hommes des médias tous les jours au quotidien. Mais cela passe par une immatriculation de tous les terrains donc du domaine national, mais également pour renforcer en ressources effectivement ces collectivités-là pour permettre de faire face à ces compétences qui sont transférées, renforcer, réformer donc la politique fiscale pour permettre à ces collectivités d'être plus efficaces dans la collecte donc de ces. Très bien. Toute petite question avant de donner la parole à Pape Malick Ndour pour qu'on boucle cette émission. Un second tour, certains parlent déjà avec tous les soutiens d'Idrissa Seck. Vous croyez à quoi? Non, nous allons passer au premier tour. Nous n'envisageons même pas, pour le moment, un second tour. Pape Malick Ndour, un second tour. Écoutez, vous savez, pour qu'il y ait second tour, il faudrait au moins que les challengers du président Macky Sall puissent mobiliser les Sénégalais. Et vous avez vu qu'ils peinent à mobiliser les Sénégalais. Pour qu'il y ait second tour, il faudrait au moins dire qu'un leader de l'opposition a la capacité de gagner au moins un département. Même Thiès, vous l'avez dit tantôt lorsque j'étais en route pour vous dire, il a perdu le département de Thiès. Les leaders qui sont avec lui, les gens ils ont parlé de noms de personnes qui sont quand même connues des Sénégalais, mais qui a la capacité de gagner un département. Malick Gakou a perdu le département de Guédiawaye. Abdoul Mbaye, il ne peut même pas gagner son bureau de vote, etc. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'hypothèse d'aller... En d'autres termes, tous ces soutiens... Moi je pense que ce sont... Écoutez, vous savez, c'est des gens qui ont été recalés
par les parrainages. Des gens qui n'ont pas été en mesure, je ne dis pas d'avoir le soutien de 50 000 Sénégalais, au moins d'avoir la caution, la signature, les intentions de vote de 50 quelqu'un qui ne peut pas avoir 50 000 intentions de vote, mais il a moins quand même de possibilités de faire voter pour un candidat. Mais il n'y a pas que ça. Il y aura le score du PUR, il y aura aussi le score d'Ousmane Sonko et celui de Madi Kenya. Est-ce que tout cela, cumulé, ne va pas peser sur la balance pour qu'on aille au second tour? Égard à ce que je vois sur le terrain, le président Macky Sall est un président serein. Nos militants, nos responsables sont très sereins. La preuve, vous l'avez vu, les germes de la violence proviennent de l'opposition. Nous sommes très sereins. Et maintenant, c'est cette sérénité-là qui prouve que nous travaillons sur l'hypothèse d'aller dès le premier tour et de gagner l'élection. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Et puis, je vous dis, dans quelques jours, mais le débat sera terminé. La preuve, aujourd'hui, ils sont en train d'anticiper sur leur défaite en disant, oui, les gens ils sont en train de nous préparer sur des vols qui n'existent que dans leur propre imagination. Mais je dis, ils ont parlé de carte électeur. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Vous vous rappelez, lors des élections législatives, le plus grand problème de l'opposition, c'était les cartes électeurs. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Les gens ont donné les cartes électeurs. Les gens vont aller voter. Et malheureusement pour eux, ils vont voter massivement pour la continuité. Ils vont aller voter massivement pour montrer qu'ils reconnaissent les efforts consentis par le président de la République. Maintenant, je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que le président de la République est un messie. Je ne le dis pas. Je sais qu'il y a encore des choses qu'il faut refaire dans ce pays. Et le président a montré les gages qu'il est animé d'une très bonne intention de pouvoir solutionner l'ensemble des problèmes des Sénégalais. Très bien. Nous sommes au terme de cette émission. Daouda Gueye, vous voulez ajouter un mot? Moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la violence qu'il met, bon, il ne semble même pas, il met carrément la violence sur le dos de l'opposition. Mais donc, est-ce à dire que les 4 gendarmes, devant la mémoire desquels nous sommes inclines, leur remords est imputable à l'opposition. Écoutez, M. Ndour, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons tous pouvoir, comme opposition, appeler à la sérénité. Très bien. Au lieu, effectivement, de nous renvoyer la balle par rapport à la responsabilité. Merci, Daouda Gueye de la coalition IDI Président. Merci à Pape Malick Ndour de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est fini pour Espace Politique aujourd'hui. Au micro, Antoine Diouf. À la technique, Pierre Dien. À la vidéo, Sélé Diallo et Sega Diouf. Vous avez rendez-vous avec Yann Dembatine tout de suite avec le tour des correspondants et des envoyés spéciaux sur le terrain. Excellente écoute en compagnie des programmes de e-Radio.